Bonsoir Rav Schwab. On vous appelle professeur Jean-Louis Schwab, et d'un autre côté on vous appelle aussi Rabbi Yehuda Schwab, parce qu'en fait, vous êtes les deux à la fois. Vous êtes un grand scientifique, un ingénieur de notoriété mondiale, spécialiste de la fusion nucléaire, qui a été dans la recherche du CNRS et du CEA. Vous êtes inventeur d'un objet de pointe dans ce domaine, vous participez à la recherche nucléaire jusqu'à maintenant à Cadarache, et d'un autre côté, vous êtes aussi un érudit de Torah, vous enseignez la Torah, vous avez un séminaire de filles ici à Beit Vegan à Jérusalem. Alors la première question qu'on va vous demander justement, c'est, vous avez donc ces deux facettes. Quelle a été votre approche dans le sens, est-ce que vous avez voulu être dans la Torah et d'un autre côté, vous avez besoin d'un moyen de subsistance, ou bien vous étiez fasciné par ces études nucléaires, de physique, mais d'un autre côté, vous étiez un homme pratiquant et donc vous avez aussi étudié le Talmud. Voilà, c'est ça ma première question que je vous poserai. La priorité, c'était la Torah. J'ai étudié moi-même à la Yeshiva d'Aix-les-Bains il y a 75 ans, chez le Rav Raikin. Donc, mais il fallait, de ce temps-là, il n'y avait même pas, le mot kollel n'existait pas. Donc, il fallait faire une parnassa. Et le Rav Raikin nous a dit où devenir shochet. Bon, moi, shochet, c'est une partie de la yeshiva sont devenus des shochetim, mais moi, j'étais petit, je ne me sentais pas être shochet. Donc, il nous a dit, alors, ne rentrez pas dans le commerce comme vos parents, mais faites des études libérales. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je voulais d'abord devenir médecin, mais j'ai vu que ça me mènerait très loin, très longtemps, et je voulais étudier la Torah avoir suffisamment de temps. Donc finalement, je suis rentré dans j'étais aussi un peu dans l'architecture, mais finalement, je suis rentré dans la physique. Et voilà, donc je suis rentré au CNRS, et par chance, j'ai eu une option de travailler au CEA. J'étais délégué du CNRS à l'énergie atomique en France, qui était à ce moment-là à Fontenay-aux-Roses, c'est comme Saclay. Et on m'a demandé si je veux bien faire ma thèse dans ce domaine-là. J'ai dit oui. Donc voilà. Alors c'est comme ça que ça a commencé. En fait, peut-être l'exemple de votre grand-père, qui était un médecin reconnu de Mulhouse, et qui était aussi un des grands érudits, et qui a eu une descendance qui forme une grande partie des corps enseignants toraniques en France. A été peut-être votre référence Oui, d'ailleurs, en vérité, à ce moment-là, ça marchait de pair. On ne pouvait pas avoir une parnassa sans faire quelque chose. Vous voulez nous parler de votre grand-père, justement, du docteur Ernest Meyer? Donc, mon grand-père, c'était un modèle. Donc, c'était quelqu'un qui avait étudié chez le Rav Hildesheimer à Berlin, pendant qu'il faisait ses études en même temps de médecine. Et et lui, il est revenu à Mulhouse et a fondé, donc il s'appelait Ernest Reuven Meyer, à Levi. Il a fondé une communauté orthodoxe. Et d'ailleurs, tous les membres de cette communauté, c'est des familles orthodoxes qui se sont beaucoup multipliées. Et voilà, ça s'appelait la SISTO, Société de Stricte Observance. Voilà. Alors ça, c'était à Mulhouse même. Et voilà, et je l'ai connu tout juste encore, ben, j'avais 4-5 ans. Et lui, c'était un modèle, il avait étudié beaucoup la Torah, et en même temps, il était médecin très renommé. Dites-moi, où vous étiez pendant la Shoah? Ça, la Shoah, c'était une grande période très compliquée. Donc, voilà, on est arrivé, je dis simplement, je suis né à Mulhouse en 1937, et la Shoah, donc on est arrivé à Vichy en 1939 pour s'éloigner de l'Allemagne, et on est arrivé à Vichy, donc, en attendant, mais là-bas, j'étais même à l'école jusqu'en 1943,
j'ai même vu le maréchal Pétain. Et alors, et ensuite, il a fallu se sauver, parce que le gouvernement a fini par collaborer avec les Allemands. Donc on s'est sauvés et on s'est séparés. Nous, mes parents on ne pouvait pas se cacher avec une famille entière, donc mes parents, avec mon petit frère, se sont cachés près de Rouen, et nous, ils ont trouvé quelqu'un qui nous emmènerait jusqu'à Annemasse, une non-juive, et donc à Annemasse, elle était censée nous dire, voilà, passez la frontière clandestinement, et puis comme vous êtes des mineurs, on était 3, ma soeur qui avait 8 ans, qui s'appelle Madame Posen, la veuve de Rav Yaakov Posen de Bnei Brak, moi-même, et puis mon autre sœur qui est Simone Cohn, qui était mariée au Rav Philippe Cohn de Marseille. Voilà. Et moi, je suis au milieu. Alors, ça s'est bien passé? 6 ans et demi, et on a passé la frontière tout seul. Et ça s'est bien passé? Oui, puisqu'on était mineurs, c'est pour ça que mes parents ne nous ont pas accompagnés, ils auraient été refoulés. Mais comme on était tout seuls, même ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à près de la frontière, puis débrouillez-vous. Donc on était... bon, qu'est-ce qu'ils ont pu faire au maximum? C'est nous renvoyer où? Ils nous ont... on était déjà à Genève, à l'intérieur de la Suisse, ils nous ont mis dans un camp de réfugiés. Et puis peu à peu, on a été libérés, donc on est resté en Suisse jusqu'à la fin de la guerre. On était 3 enfants, 8 ans, 6 ans et demi, 5 ans. Et plus tard, donc, vous allez vous diriger vers la Yeshiva d'Aix-les-Bains, auprès de Rav Freikin. Alors ça, c'est après, donc ça, c'est après la guerre. Après la guerre. En janvier 1945, on est revenu de Suisse. Dans des camions, il n'y avait plus rien. Mais enfin, on est revenu, on a retrouvé nos parents qui s'étaient cachés avec un enfant. Ils sont arrivés à se cacher. Et donc, mon père était, bien que lui n'avait pas fait de yeshiva, mais il était président du Kriyat Torah et il enseignait ce qu'il savait. Et il nous a poussés à avancer dans la Torah. Donc, dès que j'avais 13 ans, j'ai quitté la maison pour aller, il y a 75 ans, pour aller à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, où on rentrait à la maison 2 fois par an. Et j'y suis resté plusieurs années, 3-4 ans. Je suis revenu après pour finir le bac, 1 an, et puis après je suis reparti à Getzet dans la Yeshiva où j'étais au kibbutz. Et puis après je suis arrivé à Paris pour faire des études. Et j'ai continué. Je vous raconterai après quand vous me demanderez. Oui, continuez. Donc vous revenez à Paris après cette expérience de Getzet. Alors donc après Getzet, donc j'étais 1 an à Getzet où j'avais arrêté évidemment mes études. Vous aviez déjà votre bac? J'avais mon premier bac. J'étais entre le premier, de ce temps-là, il y avait 2 bacs, le bac général et le bac mathématiques ou philosophie. Voilà. Alors j'ai étudié en vérité un peu le bac philosophie, mais vite, mais finalement j'ai fait, en revenant de Getzet, j'ai fait des études de mathématiques. Donc, voilà. Et alors après, je suis revenu après, j'avais arrêté les études pendant 1 an où j'étais à Getzet, et ensuite je suis revenu à Paris, et là j'ai commencé mes études en 1956. Et là, où c'est que vous commencez vos études de scientifiques? Au départ, je voulais faire des études de médecine, mais comme mes oncles et comme mon grand-père. Dans quel cadre vous faites vos études universitaires? Alors je suis allé à la Sorbonne, à la faculté des sciences, et j'ai fait mes études. D'ailleurs, on était 4 religieux, et même, il y a un des examens, ils nous ont fait un examen spécial, parce que ça tombait... Le Shabbat? Non, pas le Shabbat. Le Shabbat, ils comprenaient, mais ça tombait Shavuot. Donc, et puis, il n'y avait pas beaucoup de... C'était à la Sorbonne, où il y avait et la faculté des sciences et de lettres, donc il n'y avait pas beaucoup de place. Ils nous ont fait un examen spécial pour nous 4. Je suis le seul qui vit encore de ces 4. Et comment vous en arrivez à faire de la recherche? Voilà, après, quand j'ai fini ma licence, je voulais
bon, j'ai cherché, j'ai pensé que si je deviens ingénieur ou je travaille dans des entreprises, j'aurais du mal à continuer à étudier à mi-temps. Donc j'ai décidé de faire un doctorat. Alors le doctorat, j'étais payé, j'ai fait un doctorat d'État, c'est-à-dire, mais c'était un peu risqué parce que de ce temps-là, c'était pas le doctorat troisième cycle ou le doctorat de maintenant, il fallait être Machadesh, autrement on ne peut pas soutenir une thèse ici, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc bon, j'ai pris la chance en main et j'ai dit je fais un doctorat d'État, donc ça dure 8 ans, mais on a une bourse presque un salaire. Donc je me suis marié et j'ai fait de la recherche. Et Baruch Hashem, j'ai réussi à trouver assez de choses nouvelles pour soutenir un doctorat d'État qui me permet d'enseigner à l'université. Ça m'a pris 8 ans quand même. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'enseignement supérieur. Mais en fait, j'étais chercheur. Alors j'étais au CNRS, mais j'étais délégué, le CNRS m'a délégué au CEA dans un domaine qui était en train de commencer. Donc j'étais un des premiers physiciens qui s'appelait, j'ai fait aussi un master, mais ça c'est pas important, et qui s'appelait la fusion thermonucléaire contrôlée. Et on disait, il y en a pour 20 ans. Maintenant, il y en a pour 20 ans. Mais ça, c'est il y a 65 ans. Donc, il y a deux façons d'obtenir de l'énergie. Soit, généralement, en coupant des noyaux lourds comme de l'uranium, et alors on obtient des nouveaux atomes, des nouveaux éléments qui sont moyens et qui sont plus stables et qui ont perdu, c'est-à-dire on a gagné de l'énergie. Donc on peut soit obtenir de l'énergie par la séparation couper un noyau lourd en noyaux légers qui sont plus stables, et ça c'est ce qui se passe avec l'uranium, on gagne de l'énergie, ou alors il y a une partie qui est radioactive naturelle et on peut l'enrichir et favoriser. Ou alors, ça s'appelle la fission. Ou alors, la fusion prend deux noyaux légers, et ça, c'est ce qui se passe dans le Soleil, c'est de l'hydrogène. Et en particulier, nous, on le fait en laboratoire avec de l'hydrogène lourd, du deutérium ou du tritium, et on le fait fusionner. C'est ça, c'est ce qu'on appelle ici, on appelle la fusion thermonucléaire contrôlée. Non contrôlée, c'est la bombe atomique quand on coupe les atomes, et la bombe à hydrogène quand on fusionne, qui est beaucoup plus importante, plus puissante. Et donc je suis resté dans ce domaine, on était très peu nombreux, donc j'ai pu avoir une place et un poste. Donc j'ai fait d'abord un doctorat, et puis ensuite j'étais nommé chargé de recherche, et puis maître de recherche et directeur de recherche, voilà. Et après professeur d'université. À Paris. Oui. Et parallèlement, vous avez fait beaucoup d'activités pour la communauté juive. Oui, ça c'est vrai. Ça c'était la condition, c'est pour ça que j'ai j'ai pas choisi la médecine, je voulais être plus libre. Alors, vous aviez du temps quand même vous aviez du temps avec toutes vos études poussées? Oui. Vous avez du temps? J'avais du temps, et j'avais même une chavouta qui s'appelait Sam Smerla, avec qui j'étudiais chavouta tous les jours, tous les soirs, pendant 14 ans. Voilà, lui il est décédé, mais c'était un Talmid Chacham, aussi un ancien d'Aix-les-Bains. Et voilà. Alors donc j'ai fait ce doctorat, j'ai fait un doctorat, et je suis resté chercheur en France, et j'ai soumis ma thèse après 8 ans, un doctorat d'État, et 2-3 ans après, je suis parti en Israël. Alors dites-moi, Rav Shob, on aimerait connaître tout ce que vous avez fait comme activité à Paris auprès de la communauté du Rav Munk, à Cadet, avec le GRIP, de Rav Weistheim. On a entendu aussi que vous étiez investi pour la création de la communauté du Rav Rothenberg à Pavé. On
on nous parle aussi que votre nom est associé à la yeshiva de Heschel à Strasbourg aussi. Oui, j'étais un des fondateurs de la yeshiva d'Heschel. C'est moi qui ai fait le recrutement, par exemple, à Paris, avec celui qui était un peu mon élève, mais qui est devenu après c'est le Rav Amram Rouar, Zichron Livracha, qui est après devenu le mashgiach de la yeshiva de Heschel. Donc on a fondé la yeshiva de Heschel. Donc, mais les élèves, c'était de Paris. On a fait le tour des Beit Midrashot, voilà. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience avec, comme on l'a dit, avec le Rav Munk, avec le GRIP? Au début, j'étais jeune marié, mais quand même, comme j'avais le background de la yeshiva, ils ont décidé de m'élire comme un des Gabaïm. Ah. Donc en 1961, j'avais 24 ans, j'étais un des Gabaïm de la communauté, le Rukadek, qui était à ce moment-là la communauté Froum Ashkenaz à Paris. Vous étiez aussi associé avec le Beit Midrash du Rav Weistheim. Oui, alors c'était essentiel. Donc à côté, j'ai mon oncle qui s'appelait le docteur Charles Merzbach, qui a fait venir le Rav Aaron Weistheim de Getzed, du collège de Getzed, pour lui dire, et qui a fondé le GRIP. Et moi, j'étais son second. Le GRIP, c'est Groupe Rabbi Yochiel mi-Paris. Parce que Rabbi Yochiel mi-Paris, c'était un des Balei Tosfot, voilà, qui était à Paris. Alors c'est pour ça que ça s'appelait GRIP, Yochiel Paris. Donc en fait, parallèlement à vos études, vous êtes complètement investi pour la communauté juive. Oui. D'abord pour la rue Cadet, puisque j'étais un des membres du comité depuis 1961, j'avais 24 ans. Et puis j'étais le Balcoré. Et puis après, et surtout, je me suis investi dans la rue des Martyrs. C'était le GRIP, donc le Beit Midrash, Rabbi Yochiel mi-Paris, qui a été fondé en vérité par mon oncle, le docteur Charles Merzbach. Mais j'étais son second, après il est parti en Israël, et c'est moi qui suis devenu le directeur du GRIP. On avait 3 Beit Midrashot, un rue des Martyrs, un rue Michel-Lecomte qui existe toujours, et un rue de Nel, dans le quartier latin. Vous allez faire vous aussi votre alia dans les années 70, c'est ça? En 70, oui. En 70, en vérité, j'ai fait mon alia, mais en 2 temps. Je me suis fait détacher en année sabbatique du CNRS et CEA pour 1 an ou 2 ans, 1 an. Et comme j'ai fait une découverte à ce moment-là, juste en arrivant, donc ils m'ont donné une 2e année. Donc en vérité, j'ai été payé par la France et par Israël comme enseignant, et par la France comme en année sabbatique. C'était après 10 ans déjà de travail ou 11 ans. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à venir en Israël? Qu'est-ce qui justifie ce choix? Je suis parti en Israël d'ailleurs avec par réserve. Je n'étais pas tout à fait sûr de moi, parce que je laissais derrière moi qui c'est qui va prendre la suite. Et finalement, effectivement, peu à peu, après 10 ans, ça a disparu, mais il y avait eu d'autres choses. Rav Rothenberg est arrivé en attendant, donc je suis parti en Israël, d'abord en détachement, dans le cadre de la recherche. J'étais payé par le CNRS en année sabbatique pendant 1 an. J'ai fait une découverte, donc ils m'ont donné encore 1 an ou 2 ans. Et puis en Israël, ils m'ont demandé de devenir professeur. J'ai accepté. Et je suis revenu d'ailleurs en France un petit peu, mais voilà. Et puis après, ils ont dit, de toute façon, ce que vous faites, ça nous intéresse. On a fait une collaboration, ça nous intéresse aussi. Donc, ils ont gardé ma place pendant 5 ans encore. Mais qu'est-ce qui vous attire en Israël? Qu'est-ce qui vous attire en Israël? Parce que j'ai pensé que pour mes descendants, pour mes enfants, j'avais 7 enfants, je crois, à ce moment-là, j'en ai 13. Donc, la vie à Paris, bon, c'est pas tout à fait le top pour le judaïsme. C'était moins bien que maintenant, peut-être. Parce que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent au vrai, mais on avait quand même le GRIP, c'est-à-dire on avait 3 Beit Midrashot, il y avait quelque chose, il y avait la rue Cadet, le Rabbi Munk. Ces découvertes que vous faites, elles vont
elles vont permettre de les vendre? Oui, en fait, j'ai fait plusieurs découvertes. J'ai eu bossé Mina Shamaim, donc j'ai fait plusieurs découvertes. Une, c'était d'obtenir des températures très élevées, 300 millions de degrés en laboratoire, ce qui permet de simuler ce qui se passe dans les étoiles, même ma couronne solaire. Et puis, en plus de ça, j'ai inventé j'avais fait aussi, j'avais fait en parallèle, on m'avait demandé après ma thèse de diriger les travaux pratiques à l'université d'Orsay. Et là-bas, c'était le directeur, c'était d'ailleurs un académicien, Pierre Jacquinot, et il m'a demandé de diriger les travaux pratiques, et lui, il était le spécialiste de l'interferométrie. Donc, je suis devenu un spécialiste de l'interferométrie. Alors, j'avais deux spécialités, la spectrométrie dans les rayons X et la physique atomique, et l'interferométrie. Alors, le fait que j'avais ces deux spécialités m'ont permis de faire d'autres découvertes, voilà, qui étaient uniques, et j'ai pu faire d'autres découvertes avec deux spécialités qui... Vous avez quitté Israël pendant 2 ans pour aller en Amérique? J'ai été quitté, oui, j'ai eu un détachement, oui, mais ça c'est quand j'étais déjà en Israël. Hein. Oui, c'est ça. Alors, pendant 2 ans, j'étais invité par l'université de Princeton, New Jersey, qui est une université de prestige. Oui. Et bon, là, j'ai développé d'autres choses. Oui. Vous étiez quoi? J'y suis allé avec ma famille. Mais oui. on ne pouvait pas habiter à Princeton parce qu'il y a une synagogue, mais enfin, il n'y a pas une communauté et des écoles. J'avais déjà beaucoup d'enfants. Donc, on habitait Borough Park, c'est-à-dire le quartier juif de Brooklyn. Ouais, Brooklyn. Et je faisais 80 km, je faisais le va-et-vient avec ma voiture. Vous étiez enseignant là-bas, dans cette université? Alors, à l'université, j'enseignais, mais surtout, je faisais de la recherche. Et dans la recherche, dans mon domaine, c'est-à-dire la fusion thermonucléaire. Et voilà. Donc, j'étais invité comme... j'enseignais aussi. Mais surtout, je faisais de la recherche. Et c'est un contrat qui s'est terminé au bout de 2 ans? Ah non, c'est moi qui l'ai terminé. Ils étaient intéressés. Je voulais pas vivre aux États-Unis. Mes enfants ont appris l'anglais. Et ça nous a fait faire des shiduchim voilà, avec des gens qui étaient anglophones. Et là, vous revenez en Israël? Alors, donc, je suis revenu en Israël, oui. Et là, vous allez étudier à Mir, à l'Yeshivat Mir. J'ai étudié à Mir depuis 55 ans. Dès que je suis arrivé en Israël, mon beau-frère, qui était le Rav Yaakov Posen, très connu de Bnei Brak, m'a dit, si tu veux tu cherches où étudier, va à Mir. Alors j'étais à Mir, j'étais dans les premiers à Mir de français, presque le premier, à 55 ans. Vous compreniez le yiddish? Voilà. Oui. À l'époque. Oui, ça ressemble à l'allemand. Sans yiddish, on ne comprend pas les anciens. Oui. Vous étiez proche de Rav Chaim Shmulevitz, le grand Rosh Yeshiva? Très, très proche, très, très proche. D'ailleurs, c'est moi qui le conduisais chez le soir, tous les soirs, je le conduisais, où il apprenait Chavruta avec son fils, qui est Rav Refoel Shmulevitz Zichrono Livracha. Dans ma voiture, j'avais une grande voiture et j'amenais aussi les Avrechim de Baït Vegan, et même en chemin, et puis on revenait... Alors, tous ces jours, je revenais jusqu'à 8h, tous les après-midi jusqu'à 8h. Vous avez des anecdotes à nous raconter sur ce grand Rav? Oui, c'était un homme extraordinaire. Moi, je suis tout petit. Alors, je l'ai fréquenté. Le Rav Nahum aussi, son gendre aussi? Le Rav Nahum aussi, oui. Des gens extraordinaires, extraordinaires. Et vous trouvez le temps de partager le temps entre l'étude de la Torah et vos... J'allais tous les après-midi à 3h. Je commençais l'université avec les techniciens, c'est-à-dire à 7h30 du matin. Et à 3h, j'étais à l'Aïshiva jusqu'à 8h. Dans toute cette expérience que vous avez eue avec des goïms, des non-juifs, et aussi des juifs qui ne sont pas forcément très religieux dans les universités,
Comment ça s'est passé ce contact? Alors, très bien. Oui. Très bien. Vous ne demandez pas des questions sur votre kippa, sur votre Il y en croyance? a qui me disaient, ils me posaient des questions parce que là-bas, après je dirigeais, je faisais un peu plus que mon travail. J'enseignais, mais je dirigeais les travaux pratiques, donc j'avais beaucoup d'étudiants et j'avais des doctorantes qui faisaient des doctorats chez moi et beaucoup étaient des froums. Et voilà, il y a un professeur qui est froum, donc on va chez lui. Donc voilà, j'ai gardé d'abord d'ailleurs des rapports. Il y en a qui sont devenus des professeurs de ces élèves. Non mais disons, quand vous étiez même en Amérique ou dans vos études, vous étiez aussi avec des non-juifs. Ils respectaient votre... Parfaitement. Oui. En Amérique même, je pouvais garder ma kippa. Ah oui, carrément. Mais en France, je ne pouvais pas. En France, c'était très mal vu. Ils m'ont dit, ici, c'est pas poli. Alors, quand je rentrais en cours, j'enlevais ma... Dites-moi, dans le cadre de vos recherches, vous voyez la grandeur de Dieu, de la chokhma? Non seulement que je vois, je dis que quelqu'un qui est vraiment un vrai savant, s'il ne triche pas, il est obligé d'observer la Torah. Inévitable. Oui, si on ne triche pas. Si on est honnête. Mais la plupart des gens, ils ne veulent pas. Donc il y a des choses. Il y en a même un qui m'a dit, un de mes élèves qui est devenu très brillant, il m'a dit, il y a des questions qu'on ne vous pose pas parce qu'on a peur de la réponse. On a peur des réponses. Il savait que je savais mieux que lui, puis c'était mon élève. Mais la plupart de mes élèves qui ont fait des doctorats sont des froums. Voilà. Carrément. Ah oui, venez chez moi. Et avec les goïms, avec les non-juifs aussi? Très bonne relation. Ils savaient que j'étais ailleurs. Ils ont même fait venir pour l'inauguration d'un des tokamaks, d'un des réacteurs. J'étais présent. Ils ont fait venir du champagne de Marseille cachère pour que je puisse boire avec eux. Ils étaient croyants eux-mêmes? Mais il y en a oui, il y en a non. Il y a de tout. Mais ils n'ont jamais mis... Ils me respecteraient... le fait que j'étais juif pratiquant, ça n'a pas touché nos relations que j'avais avec tous mes collègues physiciens. Mais en Israël, quand on vous a connu, on a essayé de vous utiliser, on va dire, entre guillemets, pour... Non, j'ai un peu travaillé, oui. J'allais 2 fois par semaine, j'allais à un laboratoire de Raphaël, c'est-à-dire du commissariat de l'énergie atomique israélien. Mais en fait, vous avez beaucoup travaillé avec la France, avec Israël. J'ai travaillé à la France, j'ai même fait des collaborations entre les laboratoires, les 2 laboratoires, donc tout le monde était content. Ah oui. Je leur ai fabriqué des appareils qui s'appellent des spectromètres à rayons X mou et XUV, un peu avec très haute résolution, parce que j'avais découvert aussi l'idée de faire d'un interféromètre. Alors j'ai inventé un interféromètre qui s'appelle d'ailleurs Filler-Schwab, qui est basé sur l'interférométrie, mais très particulier parce qu'au lieu de travailler avec des miroirs, on travaille des miroirs plans, on travaille avec un miroir concave, avec un réseau, etc. Et alors ce qui m'a permis de fabriquer un spectromètre. Moi j'étais utilisateur de spectromètres quand j'étais jeune à Fontenay-aux-Roses, quand je faisais mon doctorat. Mais là, j'ai fabriqué un autre type de spectromètre qui était 10 fois plus résolutif et qui sondait dans les très grandes énergies, dans les très grandes longueurs, dans les petites longueurs d'onde. Alors donc après, ça a bien marché et grâce à l'invention d'un interféromètre, j'ai pu le régler et avoir une résolution qui était 10 fois supérieure aux autres appareils. Donc les gens m'ont commandé, donc j'ai commencé à devenir fabricant de spectromètres à résonance X mou et ultraviolet lointain. J'en ai vendu une vingtaine un peu partout, dans le monde, et, voilà, à partir de l'université de Jérusalem. Donc j'en ai une vingtaine dans le monde. Il y en a même un qui est sur une manette de complexe, où il y a, je sais pas, 10 000 pièces, et qui est beaucoup, le même principe, mais beaucoup plus sophistiqué.
Donc j'en ai une vingtaine dans le monde, 18. 18. Donc plusieurs aux États-Unis, mais il y en a un partout, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Ça m'a fait beaucoup voyager. Oui. Pour l'installer, leur apprendre à le faire marcher, au Japon, en Corée du Sud. Tout ça, ils m'ont acheté des spectromètres. Ça n'a rien à voir avec les armes nucléaires. Ça peut être utilisé pour... Mais non, ça n'a rien à faire, c'est pour la recherche. Le but, c'est l'énergie. L'énergie. C'est-à-dire des réacteurs basés sur la fusion contrôlée qui est non militaire. J'ai compris. Et donc, vous êtes aussi à Cadarache aussi. Oui, alors, mon laboratoire, au départ, était à Fontenay-aux-Roses, oui, dans la banlieue parisienne, et puis ils sont déplacés à Cadarache, dans le sud de la France. Donc maintenant, je collabore avec eux, je continue. C'est mes anciens élèves, en fait, parce que c'était il y a 55 ans que j'étais en France. J'ai quitté la France. Très bien. Et dites-moi, Rav Schwab, parallèlement, vous commencez aussi à enseigner ici en Israël, au séminaire de Fakim, à Nerli, sur la Torah, oui, c'est ça. Oui, alors, en fait, les deux activités sont toujours parallèles. Oui, ça a toujours été parallèle. Donc j'étudie en parallèle, j'ai toujours étudié en parallèle. J'allais à l'université à 7h30 avec les techniciens. Oui. Et au contraire, j'étais le premier, donc j'avais les techniciens à ma disposition. Et j'y restais jusqu'à 2-3 heures, et après j'allais à Mir, à la Yeshiva de Mir, jusqu'à 8 heures depuis 55 ans. Oui. Alors en parallèle, j'enseignais. D'abord d'une façon informelle, on faisait des cours. On a des cours pour les étudiants. À un moment donné, on a fondé le Bet Rachel. Le séminaire de filles. Qui est le séminaire de jeunes filles. Et bon, puis c'est devenu très grand. Ouais. Voilà, il y a 70 filles à peu près, ouais. Jeunes filles. Donc ça devenait grand, puis on a dû gérer ça aussi, parce on a 10 appartements, il faut gérer aussi toute la carte. Ce séminaire de Bet Rachel, excusez-moi, ce séminaire de Bet Rachel, c'était une nouveauté. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est-à-dire qu'au départ, au début, avant ce séminaire, je donnais des shiurim dans différents endroits. Oui. Et puis après, on a institué qu'il y a des shiurim tous les soirs pour les jeunes filles qui font des études ou qui travaillent. Donc voilà, ça se trouve que... Voilà. Et la formule a été reprise par d'autres... Oui, mais pas à ce point-là, parce que nous, on a même des jeunes filles plus âgées, et ceux qui travaillent. Et, bon. Et puis c'est sûr, il y en a qui restent longtemps chez nous, qui commencent leurs études, et à côté de leurs études, tous les soirs, il y a des shiurim, tous les soirs. Tous les soirs. Et des activités, oui, des shabbatot, etc. Vous êtes responsable des finances aussi? Évidemment. Une lourde charge? Une lourde charge? Oui, mais j'ai eu beaucoup d'aide du ciel. Donc je suis en même temps conseiller scientifique dans plusieurs laboratoires et à l'Euratom. Donc j'avais beaucoup de choses. J'étais à la retraite du CNRS. On s'est débrouillé. Bien. Donc sur le plan des finances, j'ai encore une retraite du temps où j'étais au CNRS. Dites-moi, Rav Schwab, vous avez donc fait une grande carrière dans cette recherche-là de nucléaire. D'un autre côté, vous avez étudié la Torah et vous avez eu, Bnei Nara, 13 enfants. Correct. Dites-moi, ils ont... 7 fils et 6 filles. D'accord. Maintenant, parmi ces enfants, il y en a qui voulaient faire des études profanes? Non. Ils n'ont pas voulu faire comme leur papa? Non, ils m'ont copié pour la Torah. Et ils m'ont dépassé. Il est devenu Rosh Kollel, de Halacha. Il a même écrit, voilà, c'est lui qui traduit Mishnah Brura en français, parce qu'ils savent le français. Mais dites-moi, si vous étiez dans cette époque comme aujourd'hui, vous étiez né 60 ans plus tard, vous auriez voulu être aussi, vous auriez fait une carrière dans la physique, ou bien vous auriez préféré être entièrement dans la Torah? Je n'aurais pas fait une carrière dans la physique.
Vous auriez été un vrai. La preuve, c'est que mes 7 fils, j'ai 13 enfants, dont 7 fils, ils ont fait carrière dans la Torah. Donc un est Rosh Kollel, l'autre il est le Rosh Kollel de Halacha, l'autre il est Magid Shiurla, l'autre il est dans une autre... Chacun a trouvé sa place. Sa place. Et le plus jeune est vrai encore. Le Kodesh est quand même le plus important, ils l'ont compris. Ils l'ont compris, voilà. Le message est passé. Le message est passé, je ne l'aurais pas dit, eux ont compris que c'est ça qu'il faut faire. J'ai compris. Dites-moi, vous avez parlé précédemment que vous étiez aussi au Japon, en Corée du Sud. Vous avez des anecdotes? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? D'abord, j'installais... D'habitude, j'étais invité, mais j'étais... La plupart du temps, c'est parce qu'au départ, c'est que je leur fournissais un spectromètre à rayons X-MOO très unique, avec très haute résolution. Et puis après, je les aidais à dépouiller les résultats et à les aider. Donc ils m'appelaient. Voilà. Vous restiez longtemps là-bas? Alors je passais, ça dépend. Si c'est près, si c'est loin, oui, j'étais des périodes de 1 mois ou quelque chose comme ça. Mais parfois, ça m'est arrivé qu'ils étaient en panne et que j'ai dû faire un saut au Japon. Ça m'a pris 1 semaine d'en arriver. Je restais lié à eux et eux étaient liés à moi pour le dépouillement des résultats. Parce que j'avais aussi une équipe ici qui faisait les calculs de mécanique quantique pour dépouiller. Donc ils avaient besoin de nous pour le côté technique, mais après ils avaient besoin de nous pour le côté théorique de mécanique quantique. Cette anecdote, c'est que le Japon, c'est un problème, une marloquette, si c'est l'extrême Orient ou l'extrême Occident. Parce qu'il y a la mer. Jusqu'à la Chine, on fait le Shabbat le même jour. Mais ils le font avant. Mais après l'Amérique, il faut le Shabbat après. Et évidemment, la ligne de démarcation internationale, c'est là où c'est le plus tragique, c'est au milieu du Pacifique. Alors la question s'est posée en vérité au moment où les Juifs sont partis à Shanghai et après ils étaient pendant la Shoah. Ils sont passés au Japon. Et puis le Japon, après le Japon est allé avec les Allemands, donc ils ont dû repartir. C'est compliqué. Mais en tout cas, ils ont demandé au Chazon Ish, alors qu'est-ce qu'il faut faire le Shabbat? Est-ce que le Japon, est-ce que le Shabbat, ça comprend jusqu'à la Chine? Mais le Japon, c'est l'extrême Occident. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'était pour Kippour, parce que le Shabbat, on peut faire 2 jours. 2 jours, c'est ça. Effectivement, moi, au Japon, je faisais 2 jours. Mais un jour où je faisais les prières de Shabbat, et l'autre jour, je ne faisais pas les mlachot. Le premier jour, je faisais Shabbat, mais sans les prières de Chol. Le deuxième jour, je faisais c'est de marloquette avec Rav Elioshiv. Quel jour il faut prendre? Voilà. Il y a une communauté juive. J'allais d'après le Baal HaMaor, qui est un Rishon, et qui avait dit que une fois que la Chine s'arrête, ça devient l'extrême Occident. Donc en vérité, pendant 2 jours, je ne faisais pas de mlachot, mais ça tombait Saturday, samedi et dimanche. Donc samedi. Ça ne dérangeait pas. Dimanche, tout le monde ne travaillait pas. Le samedi, je ne travaillais pas le samedi de toute façon. Je vais vous poser une question personnelle. Où c'est que vous avez plus vu Dieu dans sa chokhma? Est-ce que vous l'avez plus vu dans la science ou dans la Torah? Dans les deux. Je le vois dans la nature. Par exemple, il n'y a aucune grandeur qui est infinie dans ce monde. Aucune grandeur. Ni dans le temps, dans l'espace, ni dans les grandeurs. Donc, une chose qui se passe quelque part n'arrive pas chez nous tout de suite, puisque ça ferait une vitesse infinie. Il n'y a pas de vitesse infinie, ni même pour la gravitation, rien. Donc, je savais qu'il y avait des ondes de gravitation. On les a découvertes il y a peut-être 5-6 ans. Mais je savais que c'était des ondes. Moi, je savais ça depuis 20 ans ou 30 ans. Parce que rien n'est instantané. Rien n'est infini. Aucune grandeur n'est infinie dans le monde. L'infini, c'est fabriqué par l'homme. C'est une idée. Rien n'est infini. Aucune grandeur, ni dans le temps, ni dans l'espace, rien. Tout est fini. L'univers lui-même est fini.
le nombre de galaxies, c'est fini, tout est fini. Innombrables. Les étoiles sont innombrables, on ne peut pas les compter, mais ils sont finis. Ils ne sont pas infinis. Si c'est infini, je peux vous apporter des preuves scientifiques même. Qui auraient un fond. Il y a pas. Vous pensez que des scientifiques comme vous peuvent, de leur connaissance, Oui. pouvoir participer, disons, à la croyance en Dieu et à revenir vers des... Oui, mais il faut être très honnête. Très honnête, ça veut dire être capable de dire « je me suis trompé ». Vous avez fait une carrière extraordinaire dans la recherche nucléaire, vous avez beaucoup investi... Pas extraordinaire, j'ai fait une carrière. Vous êtes beaucoup investi dans l'enseignement, dans votre propre étude, en Chavruta. Oui. Comment vous avez réussi à gérer tout ça, tout cet ensemble? Vous êtes même investi dans la construction de la synagogue de Agra Beit Vegan. Architecte. Architecte aussi. Mais dites-moi, vous dormiez un petit peu, vous avez le temps de dormir la nuit? Comment vous pouvez? Oui, mais il ne faut pas perdre son temps. Voilà, c'est ça, c'est ça le secret. Le secret, c'est... Ah oui, il faut faire tout. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple? Je vais pas passer un mois à me promener ou à lire un journal. À visiter des choses. Non, j'ai visité le monde, mais parce que dans le cadre de mes activités. Quand j'étais au Japon, même une fois, j'ai dit à ma femme, fais un petit voyage pour voir une fois le Japon avec moi, dans le cadre de mon travail. Et dites-moi, sur quel point on peut dire votre fierté repose? Sur quel domaine vous êtes le plus fier dans votre... Fier? Je ne suis pas fier. Bah, quand même. C'est votre descendance, votre... Ah oui, Baruch Hashem, mais ma descendance, ça n'est pas que de moi. C'est ma femme. Et d'Hachem, on a eu 13 enfants, chacun est brillant, mais ils n'ont pas fait ma carrière. Mais je crois que si j'étais né maintenant, je n'aurais pas non plus cette carrière. Mais moi, je suis né il y a 88 ans, donc autre chose. Très bien. Écoutez, Rav Schwab, merci beaucoup pour cet entretien. Et on vous souhaite une bonne santé, Adna Ve'esrim, jusqu'à 120 ans, et que vous continuez à diriger votre séminaire et qu'on voit encore des fruits de toutes vos connaissances et toute votre chokhma. Merci beaucoup. Chazak Baruch.